Merci beaucoup, Bastien Auger avec Camille Chatillon en direct de la Lanterne pour analyser les enjeux. Nous accueillons avec plaisir Arlette Chabot, bonjour. Merci pour le plaisir. Partie de nos signatures LCI avec Julien Arnaud, Roland Quérol, bonjour, qui nous a rejoint, politologue. François Cros est toujours avec nous, qui dirige le pôle politique à l'IFOP. Aurore Berger, soyez la bienvenue. Bonjour. Députée La République En Marche des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et toujours David Revaud-Dallon, qui est également le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu avec ici, plaisir. Rédacteur en chef politique au JDD. Avant de voir avec Jacques Partouche dans un instant qui a voté pour qui, on se retrouve avec des Frances qui s'affrontent. Plutôt éclaté. Arlette Chabot, est-ce que ce procès en illégitimité qui est fait à Emmanuel Macron, notamment Jean-Luc Mélenchon, il est normal? Non, je pense qu'un président élu est élu, surtout qu'au fond, l'avance d'Emmanuel Macron est confortable. Donc ce n'est pas un bon procès, si je puis dire. Mais en revanche, le président de la République, hier soir, a eu tout à fait raison de s'interroger et de dire qu'il fallait répondre. Il faut répondre évidemment à tous ceux qui ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. Il faut répondre effectivement, il l'a dit, aux abstentionnistes qui ont préféré le silence au bulletin de vote. Et puis il y a aussi le vote blanc évidemment aujourd'hui. Et puis il faut répondre aux inquiétudes des électeurs de Marine Le Pen, bien évidemment. Donc je pense que ça, c'est assez lucide. Alors après, c'est facile à dire, c'est intelligent de dire, mais il faut faire. Il faut répondre. Je vous rappelle qu'il y a 5 ans, encore une fois, sa première allocution, Emmanuel Macron avait dit qu'il retirerait aux électeurs de Marine Le Pen l'envie de voter à nouveau pour les extrêmes. On voit bien ce qui s'est passé 5 ans plus tard. Donc il y a un problème dont il n'est pas le seul responsable. Mais si on n'apporte pas des réponses, là, je pense qu'on va entrer dans une zone rouge pour la démocratie. Aurore Berger, répondre aux électeurs de Marine Le Pen, répondre aux abstentionnistes, comment? Répondre déjà à tous les Français. Je crois qu'il ne faut peut-être pas compartimenter en permanence les électeurs en fonction de leur vote de premier tour notamment. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une configuration inédite. Jamais un président de la République n'avait été réélu hors cohabitation. On va donc avoir des élections législatives inédites qui vont suivre avec une question centrale qui est est-ce que oui ou non les Français souhaitent avoir de la cohérence, donner une majorité au président de la République ou pas. J'entendais certains s'interroger sur une cohabitation potentielle, mais qui serait légitime pour porter demain cette cohabitation si elle existait, tant il y a un éclatement des autres forces politiques et pas d'union d'ailleurs des différentes oppositions. Donc je crois que notre enjeu, nous, c'est d'avoir une clarté politique sur le projet que l'on porte, celui qu'on a porté au premier tour de cette campagne et qui a placé le président de la République nettement en tête de ce premier tour, avec 1 million d'ailleurs d'électeurs supplémentaires par rapport à 2017 au premier tour. Puis au-delà de la clarté, c'est ensuite la manière avec laquelle on doit en effet, c'est ce qu'a dit le président de la République hier soir, changer dans la méthode d'action qui est la nôtre. On a initié des choses nouvelles dans le dernier quinquennat, on a initié le grand débat, on a initié la Convention citoyenne pour le climat. Il faut aller plus loin et il faut le faire sur tous les sujets qui vont intéresser les Français et avoir en permanence cette logique d'association des Français à la manière avec laquelle on prend les décisions, sans effacer le Parlement évidemment, mais en le faisant ensemble. On ne peut pas compartimenter les Français, dites-vous. Mais ce qui est frappant ce matin, quand on regarde comment les Français ont voté au second tour, c'est que les Français ont choisi un camp en fonction de leur âge, de leur revenu. Et on va voir ça avec vous, Jacques Partouche. Chiffres et cartes à l'appui, qui a voté pour qui? Alors je commence avec cette carte justement, vous allez voir cette carte de département. En jaune, ce sont les départements qui ont placé Emmanuel Macron en tête. En violet, ce sont les départements qui ont placé Marine Le Pen en tête. Donc on voit effectivement cette carte principalement colorée en jaune. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passait en 2017. Ça, c'est la carte de 2017. 2 départements seulement pour Marine Le Pen en 2017, 23 aujourd'hui. Donc on voit cette très nette progression. Alors dans le détail, Marine Le Pen a fait ses meilleurs scores principalement dans les Hauts-de-France et en Corse. Je vous ai sorti 2 exemples. Près de 60% dans l'Aisne, 58% en Corse du Sud. Du côté d'Emmanuel Macron, il a fait ses meilleurs scores, alors principalement en Ile-de-France et sur toute la façade ouest du pays. Là aussi, 2 exemples. Paris, 85% et Ille-et-Vilaine, 70%. On peut jeter un œil également sur cette carte des communes qui
pour le coup, est beaucoup plus nuancé. En fait, on se rend compte de quoi? Eh bien, dans les villes de plus de 100 000 habitants, donc les grandes villes, ça a penché principalement pour Emmanuel Macron. En revanche, dans les communes un peu plus rurales, eh bien, ça vote principalement pour Marine Le Pen. Voilà pour le découpage géographique. Jade, qu'est-ce que nous dit le découpage sociologique? Alors, je me suis concentrée sur 3 critères. Vous les voyez ici, âge, profession et revenu. Âge d'abord. Alors, chez les 18-24 ans, ça a voté principalement pour Emmanuel Macron. 18-24 ans qui, je vous le précise, votaient pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Donc on voit bien cette opération de barrage qui a eu lieu. En revanche, dès qu'on grimpe un tout petit peu, regardez, un 25 ans et plus, et bien là, la bascule s'inverse, ça vote pour Marine Le Pen. En fait, dès qu'on commence à entrer dans la vie active, et ensuite, eh bien, plus on grimpe, plus la tendance s'inverse et ça bascule de nouveau en faveur d'Emmanuel Macron. Un œil sur les professions maintenant. Alors, on voit cette très nette dichotomie des ouvriers qui votent principalement pour Marine Le Pen. 65% d'entre eux ont voté pour Marine Le Pen, 35% pour Emmanuel Macron. En revanche, quand on grimpe dans l'échelle professionnelle sur le vote des diplômés supérieurs, et bien là, ça s'inverse de nouveau. Ça vote principalement pour Emmanuel Macron. Un œil sur les revenus également. Alors c'est lié bien sûr, mais plus on perçoit un revenu important, plus on vote pour Emmanuel Macron. 76% des votes, des hauts revenus de plus de 2 500 € pour Emmanuel Macron. En revanche, ça s'inverse quand on descend, bas revenu, moins de 900 €. Et bien là, ça vote principalement pour Marine Le Pen. Merci Jade pour ces explications concernant le vote des Français. Roland Quérol, comment expliquer ces fractures générationnelles, sociologiques qui existaient déjà avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, mais qui se sont accentuées? Ah bon? Elles se sont approfondies. Pas vu ça. On en parlera avec Macron, ça. Je veux bien en parler avec lui. Non, on vous écoute. Je ne constate pas ça du tout. Je vois en effet que on continue à parler du vote des privilégiés, des riches, etc. Quand on fait 58,5% d'un Français, c'est pas le vote des riches. C'est évident qu'on ne peut plus dire ça. Et la montée même du président sortant et rentrant fait qu'on n'est plus seulement le président des classes supérieures. Quand on dit cette opposition des campagnes et des villes, c'est tout à fait vrai, mais où vivent les Français? Dans des villes, pour l'essentiel. Et donc, si vous prenez la sociologie d'un candidat parmi les deux qui ressemble plus à la sociologie de la France, c'est largement Macron qui est le plus représentatif. Or, je trouve qu'il y a une mode qui s'est emparée des commentateurs un peu hâtifs dans ces derniers jours déjà avant et qui a continué là, en reprenant la vieille thématique des deux France, de France opposée. Attention, on n'est pas ni au bord de la guerre civile, ni au bord d'une déchirure sociologique. On a vu que la bataille des législatives avait débuté dès hier soir, 20h01. Au vu de ce que nous disent les chiffres de cette élection présidentielle, premier et second tour, à quoi faut-il s'attendre? À quoi peut-on s'attendre dans ce qui sera peut-être le découpage électoral à l'issue des votes du 12 et 19 juin? C'est un peu la question à 100 000 €. Comment vous dire? L'idée, c'est qu'on risque d'avoir un scénario une tendance assez similaire, entre guillemets, à celle de 2017, c'est-à-dire une confirmation du président élu, mais tout est ensuite une question d'ampleur. La différence, notamment, on l'avait vu, ce qu'il faut prendre en compte pour avoir une idée du score que peut avoir le Rassemblement national, c'est pas son score du second tour de la présidentielle, qui est un score de rassemblement aussi anti-Macron, c'est son score du premier tour. Et en 2017, on l'avait observé, le score législatif des candidats RN avait été quasiment 2 fois plus faible que ce qu'ils avaient obtenu, que ce que Marine Le Pen avait obtenu au premier tour. Donc là, vous voyez, elle a fait environ 24%, ça voudrait dire qu'il serait à 12%. Or, vous savez bien que si on a le même taux d'abstention qu'en 2017, qui était une abstention autour de 50%, il faudrait qu'en moyenne, ces candidats fassent 25% pour passer la barre de qualification. Donc vous voyez un petit peu, l'idée c'est que, bien sûr, cette année, il y a une différence, c'est qu'il y a des reports de voix importants qui viennent de Dupont-Aignan environ 3, et d'Éric Zemmour, qui correspondent environ à 3 millions de votants du premier tour. Donc ça fait une assise qui peut les faire espérer, dans une logique de second tour, d'avoir un petit peu plus de députés, mais, entre guillemets, on ne peut que s'attendre qu'à un scénario assez similaire, même si
la tendance risque d'être un peu meilleure que ce qu'on avait pu observer en 2017. Voilà. Aurore Berger, quand vous nous dites le président veut gouverner avec les Français, trouver des solutions avec les Français, à quoi pensez-vous précisément? C'est le retour du grand débat, c'est le retour des conventions citoyennes, en sachant qu'il y avait une déception sur les questions d'environnement, d'écologie? On a, ce que je vous disais, initié des choses qui étaient nouvelles et auxquelles peu croyaient. Je vais même être honnête, moi, au moment où il a lancé le grand débat, moi-même, j'y croyais pas. Et puis, je l'ai porté moi-même sur mon territoire. On a organisé 12 grands débats. J'ai vu des Français qui n'étaient jamais venus à des réunions publiques et qui ne viendront probablement d'ailleurs à aucune réunion publique parce que c'était quelque chose d'un autre ordre. Ce qu'on a initié avec le grand débat, qui n'étaient pas des réunions militantes ou politiques, mais qui étaient des vraies logiques de conventions ouvertes sur les citoyens. Donc il y a ça initié. La question, c'est quelles sont les thématiques sur lesquelles on le fait et quelle est la promesse surtout de ces conventions citoyennes pour que justement chacun trouve sa juste place entre l'expression qui est celle du président de la République et de son gouvernement, le Parlement, qui doit être celui à un moment par lequel la légitimité démocratique passe, et les citoyens. Le président l'a esquissé quand on a parlé des questions plus sociétales, la question de la fin de vie notamment, en disant typiquement, comme on l'a fait d'ailleurs sur les révisions de loi de bioéthique, où on a un processus en France qui est un processus qui permet la consultation des Français, où là, en effet, c'est évidemment propice à ce qu'on puisse avoir un débat sur un temps long, apaisé, où on peut associer les Français. Quand on parle, par exemple, des enjeux d'éducation, comment on fait pour associer les parties prenantes, au-delà évidemment des représentants des enseignants, mais pour associer par exemple les parents d'élèves. Quand on parle d'aller plus loin sur la réforme de Parcoursup, on sait qu'il y a eu une réforme qui était nécessaire, mais que ça a pu susciter des tensions. Là encore, comment on associe celles et ceux qui sont les premiers bénéficiaires ou destinataires de ces réformes? Donc je pense qu'on a un enjeu d'association qui n'est peut-être pas une association générale tout le temps de tous, mais qui est d'arriver sur des sujets très concrets à associer celles et ceux qui, encore une fois, vont en être les premiers destinataires et pour lesquels c'est légitime, évidemment, de les associer. On se posait la question tout à l'heure de savoir si Marine Le Pen était plus forte ou plus faible au lendemain de ce second tour. Pour Emmanuel Macron, qu'en est-il? Est-ce qu'il est plus libre parce que c'est son second mandat et que a priori, il ne peut pas se représenter en 2027, il peut le faire en 2032, mais pas en 2027, ou est-ce qu'il est plus contraint parce que les résultats du vote d'hier soir? Alors je vais vous faire une réponse en deux temps. Premièrement, en répondant via l'affirmation de Jean-Luc Mélenchon, où Emmanuel Macron est le président le plus mal élu, dit, cite, le leader de la France insoumise. C'est faux, et si on prend deux indicateurs, on en parlait avec François Cros à la pause publicitaire, si on prend que les suffrages exprimés, c'est le troisième président le mieux élu depuis 1965, donc l'affirmation est fausse de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, on pourrait prendre notamment les inscrits, donc ça prendrait en compte notamment l'abstention, par exemple. Et bien là, alors c'est pas reluisant, mais c'est pas le plus mal élu, c'est le deuxième, puisque devant lui, il y a Georges Pompidou en 1969. Donc de toutes les manières, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est pas vrai. Après, ça ne veut pas dire qu'effectivement il y a un boulot à faire, et c'est peut-être là où effectivement le leader de la France insoumise, si on se met dans ses pas, a peut-être, voilà, c'est une réflexion qui doit être mise sur la table, et ça répond à la deuxième partie sur les mains libres. Que doit-il faire et que peut-il faire aujourd'hui? Quand on voit les chantiers prioritaires, on voit qu'il n'y a pas du tout la question de la réforme des institutions. C'était le tableau qu'on avait juste avant. Oui. On n'en a pas parlé non plus forcément dans la campagne. Quand vous interrogez les Français, c'est pas non plus dans les dossiers prioritaires. On a l'emploi, on a le chômage, on a la sécurité, mais pas la réforme des institutions. Pourtant, pendant le grand débat, effectivement, on avait vu ces sujets apparaître. Je me rappelle aussi, il y avait la suppression du Sénat. C'était une des revendications faites dans les doléances, etc. Donc il va falloir à un moment donné, même si on voit que ça n'arrive pas en premier, c'est quand même quelque chose qui est là, qui est présent dans la société. Il va falloir arriver à ce moment de respiration démocratique. Et là, c'est le boulot d'Emmanuel Macron et de son futur gouvernement. C'est pas de dire, comme ça a été fait par le passé, alors certes on nous présente un référendum d'initiative partagée citoyenne, appelez-le comme vous voulez, la proportionnelle, c'est très bien, on a vu tout ça, c'est pas dans 1 an ou 2 ans, c'est dans les prochains mois que le président de la République et le futur gouvernement doivent s'emparer de ce sujet. C'est pas attendre, ça doit être l'un des chantiers prioritaires, même si pour les Français, parce que ça remplit pas le frigo à la fin du mois, mais c'est un sujet qui doit être là et qui doit être pris à bras-le-corps. Pour rebondir sur la question de Thomas avec vous, David, est-ce qu'Emmanuel Macron a les mains plus libres ou au contraire est en position délicate pour les futures réformes? Et je pense notamment à la réforme des retraites. Quand on demande aux Français est-ce que c'était un chantier prioritaire, il y a 55% des gens qui nous répondent non. Alors évidemment, il a les mains plus libres en tant que chef de l'État, puisqu'il n'a pas sa réélection en ligne de mire, du moins pas pour 2027, ça a été dit. Mais
Il y a quand même une petite urgence, d'abord, pour savoir s'il aura vraiment les mains libres et une marge de manœuvre. C'est ce qui va se passer dans 6 semaines, en l'occurrence, les élections législatives. Alors, bien sûr, les éléments de démocratie participative, les grandes consultations, les grands débats, les conventions citoyennes sont des moyens de mettre de l'huile dans les rouages démocratiques et de combler effectivement ce fossé dont on a fait le diagnostic. Mais avant tout, il faut gagner une majorité. Et la loi d'airain de la Ve République, c'est que les Français, les électeurs, confirment toujours le scrutin présidentiel et donnent toujours une majorité au président. Mais là, je cite les chiffres de l'IFOP, je crois qu'il y a quand même 2 Français sur 3 qui souhaitent avoir une autre majorité. Alors, 2 Français sur 3, il faut savoir s'ils s'accorderont justement sur quelle majorité et quel Premier ministre. C'est là le sujet. Mais on va avoir une campagne un petit peu plus compliquée. Je ne mettrai pas un pari sur le fait que cette loi sera démentie cette fois-ci, mais ça va quand même être extrêmement compliqué. Et puis, si on va plus loin, et pour rebondir sur votre référence à la réforme institutionnelle, donc il n'y aura pas de proportionnel pour ces législatives, il faut le dire. Si d'aventure on avait un scrutin proportionnel intégral, vous imaginez bien que dans le contexte actuel, avec cette tripolarité, ces 3 extrêmes, extrême centre, extrême droite, extrême gauche, ça donnerait une chambre non pas introuvable, mais presque ingouvernable. On ferait retour à l'esprit de la 4e République ou de la Knesset en Israël, où il faut en permanence négocier sur tel ou tel texte. Ça serait le fameux retour au régime des partis qu'évoquait le général de Gaulle. Alors on n'en est pas encore là. On peut aussi corriger cette proportionnelle par un élément majoritaire, etc. Mais attention, le paysage politique est totalement éclaté. Et vous parliez tout à l'heure, Julien Arnaud, des partis de gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, alors il y a une petite question sur quelques élus LR, que vont-ils faire, notamment suite aux consignes de Nicolas Sarkozy, etc. Mais par exemple, en ce qui concerne l'autre parti de gouvernement, le Parti socialiste, je crois qu'il n'aura même pas de groupe à l'Assemblée nationale, je crois qu'il ne ferait même plus partie du jeu aujourd'hui. Je crois que les enjeux se situent totalement ailleurs. Julien David, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Emmanuel Macron disait à Routel-Krief vendredi, je vais prendre mon temps. On n'arrête pas d'entendre dire du côté de La République En Marche que ces 100 premiers jours seront très différents des 100 premiers jours du premier mandat de 2017. Et en même temps, il faut aller vite, c'est ce que vous disiez. Comment on a concilié les deux? C'est-à-dire prendre son temps, discuter, concerter et en même temps faire avancer les choses, parce que c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron a été élu par ceux qui ont voté pour lui. Aurore Berger. C'est pour vous la question difficile. En effet, on ne peut pas avoir dit pendant la campagne présidentielle qu'on allait avoir une autre méthode de gouvernement et dans le même temps faire exactement la même chose que ce qu'on a fait en 2017. Ce serait quand même assez incohérent. Donc il y a à la fois la nécessité d'incarner cette nouvelle méthode et de le faire immédiatement dans la manière avec laquelle concrètement les réformes, on ne va pas changer le projet, pour être très clair. On a un projet sur lequel on a une légitimité démocratique et celle de l'élection présidentielle. Le président de la République, il a été élu, il n'y a pas de question de légitimité ni pour lui ni pour son projet. Sinon, il n'aurait pas été porté en tête du premier tour ni confirmé au second. Même si évidemment... Confirmé au second face à Marine Le Pen. On a un peu le sentiment que vous balayez le fait je le balaye que beaucoup de Français ont voulu faire barrage à l'extrême droite. Je le balaye absolument pas. Mais vous savez, dans un second tour, et quel qu'il soit d'ailleurs, il y a toujours des Français qui renoncent aussi et qui font un choix d'élimination. Alors, je suis tout à fait reconnaissante et encore plus reconnaissante d'ailleurs à des Français qui ont fait le choix de venir voter au second tour alors qu'ils ne partageaient pas nos idées, mais qui ont fait barrage parce qu'ils étaient plus éloignés encore des idées et surtout des valeurs portées par l'extrême droite. Donc ça, je ne l'ignore pas. Néanmoins, ils ont considéré qu'ils étaient quand même plus proches de nous. Et ils sont venus voter. Et notamment des électeurs de gauche dont beaucoup nous disaient qu'ils ne viendraient pas au second tour. Finalement, 42% des électeurs de Mélenchon se sont portés... Sont venus, majoritairement dans ceux qui ont choisi d'aller voter, ils ont fait le choix de voter pour le président de la République. Mais il faut avoir de la cohérence. Marine Le Pen. Oui, mais d'accord, on peut le tourner comme on veut. À la fin, complètement la même chose, dans le choix qu'ils ont fait, ils ont mis un bulletin dans l'urne par rapport à un autre. Donc, on ne va pas renoncer non plus au projet qui a été le nôtre. Sinon, ce serait une incohérence politique. Ça aurait été mentir aux électeurs qui nous ont portés encore une fois au second tour et qui donc nous ont permis ont permis au président de la République d'être élu. Donc l'enjeu, il n'est pas sur le projet, il est sur la manière et la méthode avec laquelle on le met en œuvre. Et c'est ça que le président de la République va porter dans les semaines qui viennent et c'est ça qu'on doit incarner au moment de la campagne des législatives. Parce que la force que l'on aura de la majorité présidentielle, puisque nous, notre bannière, elle est claire, c'est celle de la majorité présidentielle, évidemment, au moment où nous aurons nos candidats aux législatives, là où en face, vous avez des forces politiques qui sont particulièrement éclatées. C'est qui la gauche aujourd'hui? C'est quelle alliance? C'est qui la droite aujourd'hui? C'est quelle alliance? C'est qui l'union des droites promise par certains, alors qu'en fait, elle ne se réalise pas? La seule offre politique
qui est totalement claire sur elle-même, sur son projet, sur ses alliés, c'est la majorité présidentielle et c'est donc celle qui va être portée aux législatives par le président de la République. Mais est-ce que vous êtes prêt à assumer de rediviser les Français? Parce qu'on l'oublie, parce qu'il y a eu la crise du Covid, on a eu la guerre en Ukraine, mais la réforme des retraites avait mis des millions de gens dans la rue. Mais je suis désolée, mais soit on dit qu'en fait, le premier tour n'a pas existé. Juste le premier tour n'a pas existé, c'est-à-dire que le président de la République n'a pas été placé en tête du premier tour et ça ne lui a pas permis de se qualifier au second et de le remporter. Soit on considère qu'on prend tous les résultats en compte et tous les enseignements en compte. Et à un moment, il y a un projet politique qui a été jugé comme étant convaincant. Le président de la République, il n'a pas arnaqué les Français, il n'a pas menti aux Français sur ses intentions, y compris sur la réforme des retraites. La profession de foi du président de la République au second tour, c'est écrit noir sur blanc sur la avec laquelle il souhaite la faire, réforme des retraites et le fait de décaler l'âge départ légal à 65 ans, la revalorisation des petites pensions de retraite à 1 100 €. Donc, on n'est pas là pour diviser les Français, on est là pour sauver le régime de protection sociale qui est le nôtre, revaloriser les petites pensions de retraite et mettre en œuvre notre projet politique. Ou alors, ça veut dire qu'à chaque fois, on conteste la légitimité d'une élection démocratique. Et ça, je trouve que c'est très dangereux. Certains veulent en permanence le faire. La France Insoumise le fait. Elle l'a fait en 2017, au moment de la présidentielle, puis des législatives. Pendant 5 ans, nous, on a vécu en tant que parlementaires avec cette présomption d'illégitimité permanente. Ça ne vit pas comme ça, une démocratie. Sinon, à la fin, il ne faut pas s'étonner, en effet, qu'il y a un certain nombre de Français qui disent, après tout, s'ils sont tous illégitimes, pourquoi j'irais voter, que ce soit pour cette majorité ou pour cette opposition? Donc, on est légitime à mettre en œuvre un projet. Je pense qu'il faut être très vigilant sur la méthode avec laquelle on va le mettre en œuvre, justement pour continuer à rassembler et, en effet, ne pas prendre le risque de diviser. Mais il faut assumer le projet qui est le nôtre.